Chers téléspectateurs, chers auditeurs, bienvenue pour ce nouveau numéro d'Angle de Vue. 1 heure en notre compagnie pour découvrir une personnalité que vous pensez déjà connaître. À mes côtés pour mener cet échange, Mélinda Boulet, rédactrice en chef de France Antilles, et Kathleen Villas-Copette, rédactrice en chef de RCI. Vous le savez, cette émission est à retrouver sur nos 3 médias. Et pour ce nouveau portrait, nous recevons sur ce plateau une femme qui consacre sa vie aux autres. Entre dévouement et compassion, elle est également la voix des invisibles. Génie Stéphanie Victoire, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes la présidente de l'association martiniquaise des aidants familiaux, vous-même au chevet de vos proches pendant de nombreuses années. Et aujourd'hui, vous portez un combat public pour les aidants de l'ombre. Mais avant d'aller plus loin, Mélinda Boulet va croquer votre portrait. Bienvenue, Génie Stéphanie Victoire. Vous êtes la présidente de l'association martiniquaise des aidants familiaux, une femme engagée au service des autres depuis votre naissance. Vous êtes une demoiselle jacobière, née en 1947 à Fort-de-France, mais c'est au Robert, plus précisément au Vert-Pré, que vous allez grandir et construire votre vie. Vous êtes l'aînée d'une fratrie de 4 enfants. Votre père décède quand vous êtes toute petite et votre mère va porter son foyer à bras-le-corps avec amour mais sans moyens. Vous êtes l'aînée et vous avez naturellement le sens des responsabilités. Pour ne pas que votre mère perde une journée de travail, c'est vous qui allez à pied au François, à l'Action sociale, chercher de quoi vous nourrir. Vous intégrez votre première association, les Blafards, parce que vous vous retrouviez autour de Blaf de Poisson. Une association, c'est un groupe de garçons. Vous êtes la seule fille où vous faites les 400 coups. C'est votre mère qui vous pousse vers le milieu associatif à vos 14 ans. Vous n'allez jamais en sortir. Club de quartier, chorale, théâtre, carnaval. Vous n'êtes pas femme à vous laisser marcher sur les pieds. Vous avez vos idées et vous le faites savoir. À l'école, vous décrochez votre baccalauréat avec l'envie de devenir laborantine. Vous passez le concours que vous réussissez, mais il vous faut partir et votre mère n'en a pas les moyens. Vous voilà à passer le concours pour devenir enseignante et vous serez pour des centaines de petits Martiniquais maîtresse génie durant 40 ans. Une femme ferme, mais tendre, enseignante de maternelle. Vous allez enseigner à Châteauboeuf, à Basse-Pointe, au Gros-Morne, à Trinité et terminer votre carrière chez vous, au Vert-Pré. Vous vous mariez à 24 ans, divorcée en 2006, vous avez 3 enfants. Votre aînée est porteuse d'un handicap. Vous la responsabilisez, la rendez autonome afin qu'elle ne soit une charge pour personne. D'ailleurs, son handicap ne la définit pas. C'est grâce à elle que vous allez d'ailleurs vous investir au sein de l'ADAPI qu'elle fréquente. Vous avez le sens de l'initiative, des responsabilités. Vous êtes une femme joviale, toujours dans l'empathie, et vous vous donnez toujours à 100% dans tout ce que vous entreprenez. Votre mère est diagnostiquée Alzheimer en 2008, au moment où vous allez prendre votre retraite de l'éducation nationale. À l'époque, cette maladie est taboue, fait peur, elle est méconnue, mais vous êtes femme à aller de l'avant, toujours avec le sourire. Vous intégrez un groupe de parole pour partager votre quotidien avec d'autres personnes comme vous qui ont mis leur vie entre parenthèses pour s'occuper d'un de leurs proches. Et c'est le psychologue Fred Galva qui va pousser à la création de la MAF, Association martiniquaise des aidants familiaux. Tout naturellement, vous prenez le poste de présidente que vous occupez depuis 16 ans maintenant. Et avec votre équipe, vous décidez de faire entendre la voix des aidants, de sensibiliser la population et les politiques publiques à la situation des aidants familiaux. Avec la MAF, vous mettez en place des groupes de parole, des moments de répit. Le quotidien d'aidant n'est pas facile. Vous laissez votre domicile pour vous installer dans la maison de votre mère que vous n'allez jamais quitter. Vous vous formez pour accompagner les aidants et vous n'avez pas peur de dire ce qui dérange pour faire avancer la cause. À côté de la MAF, vous êtes engagé dans plusieurs associations du Vert-Pré, la chorale, le comité du carnaval et aussi Carnaval Foyal, l'ADAPI. Vous êtes un roc pour votre famille et quand votre mère décède en 2012, tout le monde sait qu'il peut s'appuyer sur vous. Votre cœur saigne, mais vous allez de l'avant avec le sourire et cette rage de vivre. Quand la maladie s'invite dans votre vie en 2019, vous vous battez, je marche, je parle, je refuse de rester dans un lit. Autre mauvais coup du destin, votre fille aînée qui décède en 2021. Une partie de vous s'en va, mais pour elle et parce que vous avez la foi, vous continuez votre combat pour les aidants familiaux. Vous montez un projet cher à vos yeux, l'école des aidants qui a vu le jour à Saint-Joseph. Vous continuez à sourire, à profiter de la vie, à donner de l'amour. Ce que l'on sait moins de vous, c'est que vous ne conduisez pas, vous avez le permis, vous aviez même une voiture, mais vous vous faites véhiculer par vos proches sans que cela ne vous freine dans vos projets. Et d'ailleurs, vous avez quand même pris la tête de plusieurs structures sans voiture. Alors, Génie Stéphanie Victoire, qu'est-ce qui manque à votre vie? Rien du tout, hein. Une vie complète? Ben oui. Totalement? Ben oui. Elle est complète, hein.
qu'est-ce qui peut manquer à ma vie, vraiment? Les voyages, j'en fais. Mais j'ai besoin de rien du tout. Être là pour la population, c'est tout. Et tout va pour le mieux. Alors, on va revenir sur votre enfance. Votre mère élève seule ses 4 enfants avec peu de moyens financiers. Est-ce que cela a été facile pour vous de renoncer à vos rêves professionnels? Rien du tout. Rien du tout. Au contraire. Elle nous a tellement donné, elle a tellement fait qu'on s'est dit, pourquoi pas, hein, elle peut pas si elle pouvait. Merci mon Dieu, mais elle ne peut pas. Donc, heureusement que je travaillais. Comme ça, ceux qui venaient après ont pu bénéficier et puis être maintenant ce qu'ils sont. Vous êtes un petit peu sacrifié du coup? Non, pas du tout. Pas du tout. Oh, non. J'ai pas le temps de sentir quoi que ce soit comme sacrifice puisque j'ai toujours eu autour de moi, à côté de moi, des gens. J'avais un groupe vraiment qui m'a permis de rester, d'être ce que je suis, m'a appris à me battre, à affronter le monde, les blafards. C'était que des garçons. Hein. Au fur et à mesure, les filles, elles ont commencé à venir. Mais au départ, j'étais la seule fille, j'étais la présidente de tous les garçons. Et on me respectait. Donc tout ça m'a fortifiée et m'a permis de comprendre que la vie, elle est belle. Il ne faut pas rester à se plaindre, il ne faut pas rester... Mais même si on a fait les 700 coups, les gens avaient un peu peur de nous. Dès qu'il y avait, je sais pas, une surprise partie et puis on entendait que les blafards arrivaient, il fallait se mettre bien parce qu'ils avaient peur de nous. Mais on ne faisait rien. Hein. Simplement, on pouvait passer et puis voler un petit poulet avec des petits pois. Mais sinon, ça m'a... J'avoue que cette épopée de ma vie a été quand même riche. Et m'a permis de comprendre ce que c'est que la fidélité en amitié. C'est grand, mais ça existe. Qu'est-ce que vous cherchiez justement avec ce groupe de garçons? Rien du tout. On s'amusait. On était là pour s'amuser. Je ne cherchais rien du tout. Au contraire, ça me faisait du bien d'être avec eux parce que je pouvais me sentir comme une personne importante. Parce que j'ai appris à me battre, j'ai appris à faire des choses que je n'aurais peut-être pas fait si je n'étais pas avec eux. Alors, est-ce que chef de bande, c'est un petit peu ce qui vous a tourné ensuite vers l'engagement citoyen, l'associatif et tout ce que vous avez fait ensuite? Peut-être aussi, parce qu'il y avait le respect. Il y avait le respect, j'étais la seule fille, mais il y avait le respect des autres. Hein, et on était nombreux quand même. Hein. C'est vrai que les autres filles sont arrivées après, mais il y avait le respect. Si je faisais un petit pas de côté, on me rappelait à l'ordre. Donc ça a quand même fortifié quelqu'un. Et ça fait comprendre qu'on n'est pas seul. Il y a d'autres personnes et il faut aider l'autre. Il ne faut pas rester toujours... Mais on a beaucoup aidé hein, les autres. Hein, on a fait quand même des choses. Même si on m'a appris à boire du rhum. Ça, c'est important à dire aussi. Est-ce que vous trouvez que cette notion d'entraide, puisque vous en parlez, c'est une valeur qui se perd? Elle ne se perd pas, mais l'entraide, elle est un peu plus brutale maintenant. C'est-à-dire? Mais je sais, parce que si tu ne peux pas m'aider, je te tabasse. Si tu ne peux pas être avec moi, je peux faire autre chose. Tandis que nous, ce n'était pas ça. Il n'y avait que 3 qui travaillaient dans le groupe. Ils nous permettaient d'avoir le blaf. Au contraire, c'était un plaisir d'être ensemble, de manger le blaf, de boire un vin Socara après. Mais maintenant, est-ce que vraiment, je ne sais pas, moi, je ne... Elle existe, cette solidarité, toujours, peut-être sous d'autres formes? Oui, elle existe. Il ne faut pas dire qu'elle n'existe pas. Hein. Elle existe. Elle existe. Mais c'est à nous de la travailler. Nous, les anciens, c'est à nous de la travailler. Parce que si ma mère m'avait empêché d'être avec ce groupe de garçons, peut-être que je n'aurais pas été. Hein. Je serais devenue mais au contraire, elle m'a laissé faire. Et quel genre de maîtresse, justement, vous avez été au regard de votre propre expérience et de votre jeunesse? Très sévère, mais avec beaucoup d'amour. Je ne voulais pas voir mes élèves malades, malheureux. Il fallait venir toujours là, sur ma poitrine, et je savais ce qu'il fallait faire. Mais
Quand j'ai dit de se taire, on se tait. Quand j'ai dit de faire, il faut faire. Même si on fait à sa dimension, même si on fait à son rythme, mais il faut aller jusqu'au bout. Ça, je ne pouvais pas permettre qu'un enfant me dise « je ne sais pas faire ». Vous les rencontrez, j'imagine, encore aujourd'hui? Ah, c'est avec plaisir, c'est avec plaisir. Non, mais il y en a qui sont... Ah non, c'est avec plaisir que je les rencontre. Qu'est-ce qu'ils vous disent quand justement vous vous croisez Il n'y a pas longtemps, j'ai rencontré une, alors j'étais avec mon fils, je lui dis, eh bien, c'est un tel qui est là. Et elle entend que je dis ça, et elle me fait signe. Je dis à Gary, arrête. Et maîtresse, tu sais que je suis revenue ici maintenant. Alors je lui dis, alors tu es avec maman? Non, je suis chez moi, mais je vais la voir. Mais maîtresse, merci pour tout. C'était une époque où les maîtresses, effectivement, prenaient les élèves sur la poitrine, mais aussi pouvaient sévir avec des coups de règle et des petites... Ah, bien sûr, mon Dieu. Vous étiez une adepte des punitions corporelles? Punitions corporelles, c'est quand tu es voilà pour bouder. C'est tout. Voilà, c'est ça. Je ne sais pas. Mais il fallait quand même... Les parents nous confiaient les enfants d'une manière. Ce n'est pas comme maintenant... Ce sont des petits bijoux, il ne faut pas leur dire de choses. Les parents, ils arrivaient, ils nous confiaient les enfants. Et nous, on était vraiment revalorisés. Et on se sentait important par rapport aux parents et vis-à-vis des enfants. Et vous avez vécu justement ce changement-là dans l'attitude des parents avant votre départ à la retraite? Il y a 17 ans que je suis à la retraite. Non, je n'ai pas eu ça. Je n'ai pas eu ça. J'ai eu qu'une seule fois un problème parce que le parent ne voulait pas que son enfant soit dans ma classe. Elle a dit que je suis trop sévère. La directrice a insisté et à la fin de l'année, elle était malheureuse de voir que l'enfant s'était accroché à moi. Donc elle m'a offert un cadeau que je n'ai même pas encore ouvert. Il y a 17 ans. Un peu rancunière alors, légèrement. Mais non, je n'ai pas senti ça, non, je n'ai pas eu ça. Puis... Nous étions enseignantes par vocation, on avait besoin de travailler, hein. C'est vrai, par vocation. C'est vrai que je voulais être laborantine, mais je voulais aussi être professeur de mathématiques. Donc, c'était déjà là. Et vous pensez que c'est aussi peut-être le fait d'être l'aîné d'une fratrie et d'avoir toujours été au contact d'enfants plus jeunes que vous, qui vous a donné aussi cette vocation d'enseigner? Non. En section enfantine, c'était ma tante qui était la maîtresse, et sa manière de faire, sa manière de s'imposer vis-à-vis de nous, ça m'avait déjà interpellée. Et quand je suis arrivée en 4e, j'avais un professeur. Ah, mesdames, elle était parfumée, elle sentait bon, mais elle était dure. Bref, et je me suis dit, tiens, voilà ma voix, parfumée mais dure. Vous êtes mère de 3 enfants, dont l'une porteuse de handicap. Vous les avez élevés sans aucune différence entre vos 3 enfants. Comment s'est passée la prise en charge de votre fille? Aucune différence. Heureusement, la nature sait très bien faire les choses. 1 an de différence entre l'aîné et le deuxième, 1 an et demi entre le deuxième et le troisième. Donc, on a fait une bêtise, on a mis au bout là, les 3, je vous parle. Et si on essaie de vous péter, papa, et le problème est résolu. Vous avez été gentils, les 3 récompensés. Moi, je ne faisais pas de différence entre X, Y, Z. Non. Si j'avais une récompense à donner, je donnais aux 3. Et c'est tout. C'est peut-être une manière de faire qui a responsabilisé l'aînée. Parce qu'elle n'a pas perdu son droit d'aînée. Hein. Elle était l'aînée, il fallait la respecter. Si vous sortez, je ne suis pas là, dites-lui. Parce que je veux que quand je revienne, elle me dise telle personne est allée à tel endroit. Et ça fonctionnait très bien. Hein. Donc, à l'âge de 14 ans, elle a pris son taxi pour aller à Port-de-France, pour aller au François, hein, à l'ADAPI. C'est parce qu'elle était déjà bien responsabilisée. Il ne faut pas faire gnangnan avec les enfants non plus, parce que ça ne sert à rien du tout. Mais comment vous avez accepté son handicap? Oui. Je ne sais pas si j'ai accepté son handicap jusqu'à maintenant, hein. C'est vrai que quand j'ai vu que chez les grands, elle n'était pas comme les autres, elle n'arrivait pas à faire ce que les autres faisaient, la collègue, c'était une amie, elle m'a dit, bon, on va la garder encore pour voir si ça va débloquer quelque chose. Ça n'a pas débloqué beaucoup de choses. Quand elle est arrivée au CP, c'était pareil. Elle est restée au CP pendant 2 ou 3 ans. 3 ans.
Après, il est allé au collémentaire 1, c'était toujours pareil. Bon, alors moi je me suis dit, ouh, il y a quelque chose qui ne va pas, ou c'est parce qu'elle est paresseuse. Alors, je n'ai pas opté pour la paresse. Je me suis dit, c'est peut-être quelque chose qui ne va pas. Parce qu'elle faisait des convulsions comiciales. Je me suis dit, peut-être que ça a abîmé son cerveau. Et c'est docteur Bazin qui m'a expliqué que son cerveau a des parasites. Elle ne sera jamais comme l'autre. Je suis plus ça, moi. Je me suis dit, elle est déjà là, je ne vais pas rouspéter, je ne vais pas me dire non plus. Non, non, non. À 14 ans, l'inspecteur est venu me voir pour me dire, Madame Stéphanie Victoire, vous savez qu'on ne pourra plus garder Betty à l'école élémentaire, il faudra qu'on trouve un endroit. Alors, on me dit, faites et dites-moi après. Je rebondis sur une remarque que vous m'avez faite sur ma posture, jambes croisées, et vous m'avez dit, c'est mieux d'avoir les deux pieds posés, ancrés. Vous vous définissez comme cela, une femme ancrée, enracinée, avec ses deux pieds sur terre? Bien sûr. Sinon, on m'aurait déjà englouti, on m'aurait déjà balayé. Non, 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 non. Il faut poser ses deux pieds par terre. Parce que quand on met une jambe là, on est en position de faiblesse. Il suffit d'un petit coup. On est déséquilibré. Tout de suite. Tandis que là, moi, je ne suis pas déséquilibrée. Moi non plus, mais enfin, je l'ai noté. Il faut s'asseoir. Et puis, nous sommes des femmes, il faut quand même... vous voyez, normalement, c'est comme ça qu'on devrait se mettre. Toujours comme ça. Les jambes fermées, et puis comme ça. Pas besoin de mettre les jambes comme ça. À quoi ça sert de mettre les jambes comme ça? Et puis après, on va vous dire, vous avez des petites varices, il faut... Non. Je décroise mes jambes, Eugénie. Voilà. Et c'est très bien. Et pour vous dire qu'on va marquer une première courte pause avant de se retrouver dans quelques minutes pour parler bien sûr de votre rôle de présidente de la MAF. Merci. De retour dans votre émission Angle de vue en compagnie de Génie Stéphanie Victoire. Nous allons maintenant parler de votre rôle de présidente de la MAF. La Martinique compte actuellement 18 000 aidants sur notre territoire. Voilà. Vous êtes l'une d'entre eux. J'ai d'abord une question un peu personnelle. Le jour où on a posé un diagnostic sur la pathologie de votre maman, est-ce que vous vous êtes sentie accompagnée ou est-ce que ça a été le début d'un véritable parcours du combattant ? Non, c'est même pas moi qui étais, c'était mon frère qui avait fait la démarche, qui avait vu que sa mère tenait des propos incohérents. C'est lui qui avait fait la démarche. Puis, je n'ai pas l'habitude de me laisser abattre. C'est vrai que quand il m'a dit ça, je lui ai dit, bon, il faut faire le nécessaire. Bon, j'ai dit à certaines personnes, pas à tout le monde, parce que j'ai entendu des paroles, mon Dieu, j'ai entendu des paroles sur ma mère quand elle... J'ai dit au chauffeur de taxi collectif, si vous voyez ma mère dans une situation pas très catholique, appelez-moi à l'école. J'ai dit à certaines personnes, si vous voyez maman, appelez-moi à l'école, ou bien venez me chercher. Mais à part ça, je ne peux pas dire que je me suis sentie démunie. Même d'un point de vue médical, une fois que le médecin a rendu son verdict, vous saviez comment vous occuper d'elle? Non, on ne savait absolument rien du tout. Hein. On faisait comme cela avec elle. Hein. C'est vraiment quand... C'est vraiment quand j'ai... La fille qui la gardait m'a dit qu'elle ne peut plus. Je suis allée. À ce moment, j'ai vu vraiment qu'il manque un petit quelque chose à maman. Il lui manque, pour qu'elle retrouve, elle ne va jamais retrouver la mémoire, mais pour que sa mémoire reste en action, en activité, je lui ai acheté l'enfant sentille. Merci, Mélinda. Je lui ai acheté l'enfant sentille et je lui disais, je pars, mais tu lis l'enfant sentille pour moi. Et quand je revenais, je lui disais, alors, qui ça qui lit l'enfant sentille là? Ou pas tes bas, moi, il faut sentir. Hein. Alors, je regarde, je me dis, c'est qui ça qui... Ah ouais! Et elle lisait le fond senti. Et je l'entendais qu'il faisait des commentaires. Des commentaires qui étaient bien. Hein. Et là, je me suis dit, tiens, pourquoi pas? Pourquoi ne pas dire aux autres, dans le groupe de parole, que c'est ça? Et puis après, quand on est entré vraiment dans l'association, vraiment, on a commencé à parler... les gens qui disent que maman n'a pas l'habitude d'injurier, mais l'injurier, ceci et pas là. Et je me suis dit, bon, ma mère a toujours été agressive, elle est devenue encore plus agressive. Ma mère a toujours été très dure, donc elle est devenue dure, donc c'est pas ça qui fait que...
Donc, au contraire, j'aurais aimé qu'elle devienne un peu plus calme. Je suis allée voir le docteur Hardy, j'ai essayé de discuter avec lui, de voir dans quelle mesure. Mais le conseil qu'il m'a donné, de lui donner des médicaments pour la fesser, pour un petit peu la rendre... Non, je n'ai pas voulu non plus. Ce n'est pas parce qu'elle est dure, elle n'obéit pas, elle veut faire à sa tête que j'allais lui donner des médicaments pour la... Pas tranquilliser, ça ne la tranquillisait pas, hein. C'était pour la brutir un petit peu. Oui. Donc je me suis dit non, et puis... Il a fallu affronter le regard des autres. Vous disiez du coup, la maladie a rendu votre maman un petit peu difficile, ou bien vous n'en aviez que faire de ce qui pouvait se passer. Je n'en avais que faire, moi. Mais je n'attends rien des gens comme ça, hein, moi. Je n'en avais que faire. Je n'emmenais pas pour. La maladie est très méconnue. Mais elle est toujours méconnue. On a beau dire qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent, mais est-ce qu'on sait vraiment? Parce que le docteur Château nous a dit que ce n'est pas héréditaire. C'est peut-être héréditaire, parce que moi, j'ai la sœur de ma mère, elle en est morte. J'ai bien ma sœur qui maintenant a la maladie. Je me dis qu'elle est peut-être héréditaire. Hein? Elle me dit non. Mais il y a peut-être un petit quelque chose dans le sang, je ne sais pas moi, quelque part. Moi, je ne connais pas tout ce qu'il y a à l'intérieur du corps humain, mais je me dis que quand quelque part... Tout à fait, parce qu'on parle là de la maladie d'Alzheimer, oui. Hein, c'est bien ce dont on parle. On a le sentiment, à l'écoute de votre témoignage, que vous avez développé un petit peu vos propres solutions face à une maman atteinte de cette pathologie. On vous conseillait des médicaments, vous avez préféré le Fransanti, etc. Et est-ce qu'effectivement, en tant qu'aidant, on développe aussi ses propres techniques d'accompagnement face à une maladie comme celle-là? On peut développer ses propres techniques, mais attention, il y a un médicament quand même que je lui donnais, celui que le gériatre m'avait prescrit. Mais tout ce qu'on me donnait à côté, non. Je me disais, est-ce qu'elle a besoin de tout cela? Il suffit de ne pas l'emmerder. Si elle me disait qu'il est aujourd'hui c'est mardi, je lui dis non, aujourd'hui c'est vendredi, et elle commence à s'énerver, je dis ouais, c'est bon, aujourd'hui mardi, c'est bon. Ça vous a quand même demandé des sacrifices de vous occuper de votre maman? Non, ça ne m'a pas empêché de vaquer à mes occupations associatives. Ça ne m'a pas empêché d'aller au théâtre. C'est pendant ma retraite que je suis allée au cours de théâtre. Donc ça ne m'a pas empêché de faire mes Si vous étiez toujours en activité professionnelle, votre quotidien aurait-il été encore plus difficile à ce moment-là? C'est vrai que peut-être. Je ne sais pas. Je ne sais pas si ça aurait été plus difficile, puisqu'elle était déjà malade hein, quand je travaillais. Je venais dormir avec elle le soir, hein, et je redescendais chez moi au RP à 4h30 du matin. Ça me servait de sport. Non, elle était déjà malade, mais j'allais m'assurer qu'elle prenne le petit comprimé qu'on m'a dit de lui donner le soir. Et donc, je dormais avec elle, et quand je partais, je lui disais. Et j'avais quand même un parent d'élève qui me disait, j'ai vu ta maman, là, elle est à la messe. Alors je lui disais, c'est très bien, comme tu habites à côté de chez elle, tu vas jeter un petit œil pour voir si elle a mangé à midi. Et j'avais monté un petit complot avec la secrétaire de l'école. Je lui disais, à 9h30, tu appelles pour savoir si ma maman est chez elle. Non, j'ai quand même fait des petites choses. Je ne peux pas dire que je suis restée là, blasée, pas du tout. Et l'après-midi, je lui disais, n'oublie pas, c'est la récréation d'appeler maman pour voir si elle est là. Et quand elle me disait qu'elle n'était pas là, ça me pétait la tête un petit peu. Je me dis, bon, elle sera chez elle. À 11h, j'appelle pour voir, elle est là. Donc je suis un peu tranquillisée. Mais est-ce qu'il a été question, à un moment, de la placer dans une institution spécialisée? Oui, on l'a fait. On l'a mise dans une famille d'accueil. Mais ça a été l'horreur pour ma mère. Pourquoi? Mais elle s'est enfuie. Elle s'est enfuie par la fenêtre. Elle a failli se casser. Tout ce qu'elle avait à se casser, elle s'est enfuie. Et vous savez, je ne veux pas dire des choses qui sont désagréables. J'aime rester dans le positif. Mais je me dis, quand vous vous occupez de personnes vulnérables, le midi, donnez-lui du riz, mais pas avec une aile de poulet. Parce que c'est une aile de poulet, c'est quoi? Que des os, il n'y a rien d'autre. Le soir, vous lui donnez tous les soirs une soupe de carottes. Ce n'est pas tout le monde qui aime la soupe de carottes. C'était un petit peu difficile.
Donc, ma fille qui est allée, ma dernière fille est allée la voir un jour, elle a dit, non, 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 mamie, tu vas monter chez toi. Oh, tu vas monter chez toi. Elle nous a dit qu'elle va faire de telle sorte que maman monte. Alors, je lui ai dit, bon, j'ai vu avec mon frère, ma soeur, on s'est dit, c'est le mieux à faire. Et ma soeur a écrit au Conseil général pour dire que cette famille d'accueil ne mérite pas d'accueillir des gens. Et du coup, c'est vous qui vous installez chez votre Non, mère non, mais moi, je me suis installée chez ma mère à ma retraite. Parce que j'ai essayé de trouver des gens, j'ai trouvé des solutions. Hein. J'ai trouvé une petite jeune qui reste avec ma mère, là, enjoy myself avec ma amie. C'était fort, c'était maquillée, peint toute la journée. Hein. Maman, elle-même, elle était comme une princesse. Non, c'était très bien. Elle partait. Elle allait se marier. Elle m'a dit qu'elle va se marier. Donc, je me suis dit, bon, je suis à la retraite. Je laisse et puis je viens là. Je me suis installée chez ma mère comme cela. C'est pas... Sinon, si elle était là toujours, la fille, elle restait, bon, je serais restée chez moi. Hein. Mais la fille était bien. J'avoue qu'elle était bien. J'imagine aussi qu'en tant que présidente de la MAF, vous recueillez aussi la parole d'aidants qui, eux, ne sont pas encore à la retraite, sont toujours en activité professionnelle ou en couple. C'est tellement difficile. Voilà, parce que quels sont aujourd'hui... parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de la souffrance silencieuse des aidants familiaux. Quelles sont les plus grandes difficultés quand on doit s'occuper d'un proche? Quels sont les plus grands renoncements et les plus grands sacrifices? C'est oublier qu'on existe, hein, et puis faire pour la personne. Hein. Mais je vois que quand même les collectivités commencent à comprendre comment à mettre en place des conférences pour les salariés aidants. Alors je me dis, si on continue à faire cela, le gouvernement va peut-être jeter un petit regard et se dire, il faut quand même que l'on trouve une solution. Oui, parce qu'il y a le sacrifice financier aussi, finalement, dont on parle peu, parce que ça peut coûter très cher aussi. C'est un grand sacrifice financier. Parce que certains ne peuvent plus travailler si aussi. on a l'habitude de travailler et puis d'avoir même 1 500 €, puis là, on va venir garder maman pour l'appât qui est parfois de 400... Enfin, maintenant, c'est l'échec. Du temps de ma mère, c'était 490 € qu'elle avait. Qu'est-ce qu'elle peut faire avec 4... On me dit, oui, il y a la pension de la maman, il faut faire, de ne pas... Je suis d'accord. Je suis d'accord. Il faut utiliser la pension des parents. Pour eux, je suis d'accord. Mais la personne qui s'occupe des 490 €, si elle a une famille, elle ne peut rien faire avec ça. C'est rien. Donc ça, c'est aussi... Il faut qu'on se penche sérieusement. Personne maintenant ne veut vieillir. Tout le monde veut rester Trump. Moi, je suis contente. Hein. Je suis moi aussi. Hein. Je ne veux pas vieillir. Je veux rester. Mais il faut penser que si je ne... après, on va s'occuper de moi. Qui va s'occuper de moi? Donc, il faudrait mettre en place quand même quelque chose. Je ne sais pas quoi. On m'a dit qu'il y a le congé proche aidant. Alors, on va parler des solutions, dans des solutions possibles dans la troisième partie. Mais qui n'existent pas. Mais voilà, on va en parler. Mais d'abord, un chiffre qui fait assez froid dans le dos. Il faut savoir qu'en France, comprenant tous les territoires, un aidant sur 3 décède avant la personne aidée, toute pathologie confondue. Une majorité d'entre eux aujourd'hui sont isolés, sont épuisés, souffrent aussi de troubles dépressifs. Est-ce que les aidants que vous accompagnez libèrent cette parole ou est-ce que c'est encore tabou? Est-ce qu'on ose dire à un moment donné qu'on a envie ou besoin de craquer? Ça commence quand même, ça commence. Et nous aurons quand même une prochaine action. On ira vers les aidants qui ne peuvent pas se déplacer. Parce que maman, elle est couchée, papa, il est alité. Donc, on ira vers eux. Bien sûr, avec l'aide des CCAS, on va bouger un petit peu les CCAS pour qu'ils aillent avec nous vers les dents, pour lui porter une information, pour lui porter un répit et lui faire comprendre qu'il n'est pas seul. Donc, il peut prendre son téléphone, nous appeler pour nous dire « Aujourd'hui, vraiment, j'ai envie de... » Et on va préparer des gens pour cela, pour aller vers, en plus de l'aide ménagère ou bien de l'auxiliaire. Mais ce petit plus-là, il faut que nous essayons de mettre ça en place pour les aidants. On a beau dire, mais c'est pas toujours facile. Les aidants sont... Maintenant qu'ils commencent à comprendre ce qu'ils sont, maintenant qu'ils commencent à comprendre qu'ils sont des aidants,
Mais il y en a qui, pour eux, c'est naturel. Hein. Mais oui, pour moi, c'est normal. Hein. C'est ma maman, moi, je reste avec elle. Oui, jusqu'à quand? Mais est-ce qu'il n'y a pas des moments aussi où on en veut, et ce serait parfaitement humain, est-ce qu'on n'en veut pas aux proches qu'on aide, de nous mettre aussi dans cette situation? Je ne sais pas, parce que personne ne me l'a encore dit. Peut-être parce qu'ils ont peur de le dire si je suis là. Parce que je veux leur faire comprendre que quand ils étaient petits, peut-être que maman ne voulait pas. Et puis, il y a beaucoup de choses, il faudrait comprendre aussi. Donc, moi, non, peut-être, je ne sais pas. Je ne vais pas dire ce que je ne sais pas. Vous-même, vous n'avez jamais eu de moments de découragement à certains moments où vous êtes senti fatigué ou Pas du tout. Au contraire. Moi, je lui disais, bon, on va s'habiller. Je vais aller dans un... Regardez, vous pas ni pas belle robe là. J'appelle la couturière pour faire une robe. Et elle vient, elle me dit, je vais dormir, hein? Je vais dormir. Nous sommes partis là, madame m'a fait robe là. Oui, non, il ne faut pas... Non, je n'ai jamais eu de pensée négative vis-à-vis de ma mère. Sauf quand elle m'emmerdait. Pourquoi? Parce qu'elle n'aimait pas aller se baigner. C'est la maladie. Mais ça, on ne savait pas, nous. J'étais persuadée, on se dit, mais maman se baigne 3 fois par jour, puisqu'elle est pire que moi. Elle s'occupait des personnes, elle allait à l'hôpital. Le lundi, c'était la ménage, le mardi, tel hôpital. Donc je me dis, mais pourquoi elle ne veut pas se doucher? Ça m'énervait, mais vraiment m'énervait. Jusqu'au jour où j'ai compris que ce n'est pas la peine de lui dire ça. J'avais trouvé une astuce. Je lui disais, bon, on va à la messe. Alors là, le bain était rapide et propre, vite, puisque je vais à la messe. Mais là, elle a oublié que je lui ai dit qu'on va à la messe. Elle me dit, qui ne joint mettre aujourd'hui? Maman était là. Hein? Bon, je lui dis, mais ce que tu veux. Qu'elle mettait télé, enfin, clac, elle s'assied, paf. C'est comme ça que j'arrivais à la faire se laver. Sinon, c'est compliqué. C'est le seul moment où j'avais vraiment... ça me mettait en rogne. Génie Stéphanie Victoire, vous semblez dire que c'est un juste retour et que c'est normal, enfin, selon vous, c'est normal que l'enfant s'occupe de son parent fragilisé parce que celui-ci l'a élevé à l'époque. Est-ce que vous comprenez qu'il puisse y avoir d'autres approches? Est-ce que ce n'est pas une forme de culpabilisation de dire à un enfant, ben, il faut maintenant que tu aides ton parent vieillissant parce qu'il t'a élevé jadis quand toi tu étais petit. Oui, mais c'est vrai, il y a tellement de choses. Parce que c'est très complexe. Il y a quand même... certains enfants qui peuvent dire, c'est pas de mon ressort, je n'y arrive pas, je ne peux pas. Non, mais nous avons ces cas-là. Hein. On fait comprendre à la personne, tu ne peux pas. Hein. Tu ne peux pas, mais tu peux quand même aller voir ce qui se passe. Tu ne peux pas. Mais on peut mettre en place pour toi, avec toi. Vous trouvez qu'il y a trop de personnes âgées, dépendantes ou pas, qui sont abandonnées par leurs enfants? Il y en a, hein. Il y en a. Ici en Martinique aussi? Il y en a, surtout quand l'enfant est en France et puis ne peut pas laisser son boulot et venir. Hein. Bon, je comprends aussi l'enfant, hein, mais il y en a. On ne peut pas dire qu'il n'y en a pas. Et puis, ces personnes-là, c'est vrai que les CCAS nous appellent pour nous dire est-ce qu'on ne peut pas... Oui, mais ce n'est pas toujours facile. Puis il faut... la collectivité ne va pas s'étendre à vous donner toutes les aides qu'il y a. Hein. On n'a droit qu'à une aide, on n'a droit qu'à la sécurité sociale d'une autre aide. Donc on peut cumuler les deux et puis avoir quelque chose de bien. Alors on va justement parler dans Et puis ne pas oublier qu'il y a des voisins. Ne pas oublier qu'il y a la famille. Il faut toujours penser à la famille. C'est pourquoi je me dis, dans les familles, il y a tellement de non-dits, tellement de souffrance. Parce que nous ne savons pas comment ça se passait avant. Il faudrait qu'on oublie ça un petit peu. Là, il est temps d'oublier tout ça. Et se dire, la vie, elle est belle, il faut qu'on continue, et puis qu'on va. Alors justement, nous allons parler des solutions peut-être que vous avez identifiées dans la 3e et dernière partie de cette émission après une courte pause. À tout de suite. De retour dans votre émission Angle de vue pour la 3e et dernière partie en compagnie de Génie Stéphanie Victoire. Et nous allons maintenant évoquer les perspectives pour notre territoire vieillissant. Alors, je pense que vous connaissez les chiffres aussi bien que moi et sans doute même mieux. Selon des statistiques de l'INSEE, en 2050, la Martinique sera le département le plus vieux de France.
Et plus proche dans le temps, d'ici 6 ans, donc 2030, les plus de 60 ans devraient représenter 40% de la population martiniquaise. La Martinique, île aux seniors, île aux vieux, est-ce que c'est forcément une mauvaise nouvelle ou est-ce qu'on pourrait en faire un véritable atout? Est-ce que c'est une... Non, mais est-ce que ça va forcément sous un angle négatif? Quelqu'un qui a 60 ans maintenant, pour moi, c'est comme si elle a 40 ans, hein, parce que quand on regarde les personnes de 60 ans maintenant, elles ont 40 ans. Hein. Moi-même, j'ai 77 ans. Je vais déjà dans 3 mois 78. Je refuse de me considérer comme quelqu'un de 77 ans. Hein. Pas du tout. Je veux faire tout ce que les jeunes font. J'essaie. Donc, je pense que ça peut être aussi un atout, mais ça va nous permettre de mettre beaucoup de sous, puisque ceux qui deviendront un peu plus... Et puis, il y a la maladie hein, aussi. Il y a les accidents de la vie, les accidents domestiques. Et sachant qu'effectivement, plus la population va vieillir et plus les maladies, notamment neurodégénératives, vont se multiplier. Et puis, il y en a qui naissent. Hein. Il y a d'autres maladies qui naissent. Donc, je me dis, là, il faudra quand même que l'État s'attache les reins un peu plus solides. Hein, surtout pour la Martinique. Puisque... Mais, il y a quand même des atouts. Utilisons ces personnes qui seront à la retraite pour faire des choses pour ceux qui ne le peuvent plus. Même si on dédommage. Mais utilisons-les. Si les autres travaillent, pendant que les autres travaillent, ceux qui ne sont plus au travail, ils vont dire qu'ils ont déjà travaillé. Oui, je suis d'accord. Mais si je dis, madame, tu viens faire une petite, je sais pas moi, une partie de cuisine, une partie... Il n'y a aucun problème, on va la dédommager. Est-ce que selon vous, la Martinique peut être une terre d'innovation, de solutions face au vieillissement qui va concerner de toute façon l'ensemble de la France? Ce sera on ne pourra pas l'éviter. Est-ce qu'on peut être, selon vous, un laboratoire de un peu ce qu'on appelle la silver economy? J'y crois. Déjà, si on n'y croyait pas, M. Valard et moi, on n'aurait pas créé l'école des aidants. C'est une école qui prépare les aidants, même s'ils sont déjà un peu âgés, à être quand même autonomes, à vouloir être autonomes. Donc, à faire des choses pour garder cette autonomie, même s'il y a des petites pathologies qui arrivent, mais non, je me dis que la Martinique, il faut que nous, tous les hommes politiques, toutes les associations s'occupant de personnes âgées, d'aidants, qu'on se mette ensemble et qu'on y réfléchisse réellement. Alors justement, c'est vrai que ça fait déjà une bonne vingtaine d'années hein, qu'on connaît ces statistiques et cette projection. Oui, et puis finalement, le temps a passé. Les 2030, c'est demain. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez vu une vraie accélération de la prise de conscience, y compris des pouvoirs publics, que ça doit être une priorité? Je sais pas. Aujourd'hui, par exemple, l'école des aidants, c'est une structure elle devrait fonctionner à plein temps, mais elle fonctionne partiellement. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas, je sais pas, ils n'ont peut-être pas compris le sens de l'école. J'ai bien dit école, j'ai pas dit maison ni café, quoi que ce soit. Apprendre à être aidant. Apprendre à être aidant autonome. Autonome. Cela veut dire qu'on se prépare demain. Je sais pas moi, la maman meurt, eh bien, j'ai déjà appris à vivre sans ça. Parce que même si elle avait un petit pécule qu'elle me donnait pour m'occuper d'elle, mais j'ai déjà appris. Donc, je vais faire une reconversion dans quelque chose. C'est ça. Et qu'est-ce que je sais faire bien? C'est m'occuper d'une personne âgée, m'occuper d'une personne en situation de handicap. Je peux ne pas être aide à domicile, hein, et puis vouloir montrer une structure, innover, trouver quelque chose pour... Ça, nos jeunes sont assez forts pour cela. Ils peuvent trouver des choses là. C'est ça qu'on fait. Mais quand vous dites ils n'ont pas compris le fonctionnement ou l'intérêt d'une telle école, vous parlez de qui? Des aidants eux-mêmes ou justement vous parlez des pouvoirs publics? Les pouvoirs publics. C'est vrai que nous avons eu la délégation sénatoriale qui était venue et la responsable, le chef, je ne sais pas comment on dit, avait dit qu'elle reviendrait nous voir parce qu'elle avait été quand même emballée par le projet de service qu'on avait mis. Comment on avait des... Et elle a vu qu'en Martinique, nous ne sommes pas des petits cacaïniers. On sait réfléchir. Et à la bonne cause. Je n'ai pas encore vu. Il y avait le ministre Combre. C'était en 2023. Oui, le ministre Combre, il était venu et je lui avais parlé de cette école. Et lors du dîner, je lui avais encore expliqué le projet service.
il est resté. Parce que là, vraiment, il ne pensait pas qu'on aurait pu faire quelque chose comme ça. Mais le projet service, il est là. Il n'attend que... Concrètement, quelles sont les grandes lignes de ce projet? Non, je ne dirai pas ça à la télévision. Madame Kathleen Billa, tu viendras chez nous. Vous viendrez à l'école des aidants. Et là, je vais vous montrer. Parce que Mélinda m'a dit, il faut dire vous. Vous gardez le secret de ce projet? Je ne garde pas le secret de ce projet, mais je préfère ne pas le dire. Votre association est quand même soutenue par les pouvoirs publics? Oui, quand on fait la demande. Et puis, mais tout ce qu'on me demande par moment pour ça, mais c'est pas grave, je fais. Vous percevez des aides pour le fonctionnement de l'école? Oui, pas pour l'école. Hein. Pour l'école, non, pas encore. Parce que peut-être qu'ils n'ont pas encore bien compris le sens de l'école des aidants, le sens du projet. Peut-être qu'ils n'ont pas bien lu encore le projet, puisque je l'ai déjà expédié à plusieurs endroits. Peut-être qu'ils n'ont pas encore bien lu, bien compris, mais ils ne m'ont pas encore invité pour que je leur explique le projet. Et si moi, je ne peux pas le faire, j'ai quand même un chargé de mission qui avait rédigé, je peux lui dire de venir et on va expliquer. Ce sera quand même quelque chose, un petit plus pour nous en Martinique. Il faut qu'on arrête de rester comme cela, comme si tout ce qui est déjà là est bon. Non, innovons un peu. Alors, vous avez fait mention de ce rapport d'information qui a été mené par la Commission des affaires sociales du Sénat. Et en mai 2023, les conclusions ont été rendues. Et c'était vraiment un rapport axé sur le vieillissement de la population en Martinique. Il y a eu un certain nombre de constats et de recommandations, notamment en matière d'hébergement. Il y aurait urgence à ouvrir beaucoup plus de places en maison de retraite. Est-ce que vous partagez ce constat ? Moi, je ne suis pas tellement pour les maisons de retraite ni les EHPAD. Je suis plus pour l'habitat inclusif. C'est souvent des alternatives qu'on oppose. Hors les murs. Maintien à domicile. Oui, un EHPAD hors les murs où la personne... Les accueils de jour? Accueil de jour plus favorable. Mais je suis quand même pour que la personne qui a pris son temps de construire sa maison, qui a fait ses affaires, et puis qui a ses repères, qui a ces petites choses-là, qu'elle reste... Ou bien si vraiment elle ne peut pas rester, un habitat inclusif. Je trouve que c'est mieux qu'un EHPAD. Qu'est-ce qui, selon vous, ne fonctionne pas dans la solution EHPAD? Déjà, c'est plus grand. Déjà, c'est plus grand. Des endroits où il y a des spécialistes, où la personne âgée est entourée. Il y a beaucoup plus de personnes. Et puis, par exemple, si moi, je veux aller en EHPAD, je marche, je bouge. Puis quand on voit qu'une ou deux personnes sont en fauteuil, ils sont à la longue, à force de voir ça, peut-être que moi, je peux me dire, mon cher Génie, était assise en fauteuil aussi. Moi, je ne sais pas. Vous trouvez que la prise en charge est insatisfaisante dans les Non, EHPAD? je ne dis pas qu'elle est insatisfaisante, parce que moi, je ne sais pas comment elle se passe. Mais moi, c'est quand je vais, là, je vois tant de personnes qui sont alertes et d'autres qui sont dans... Et on ne peut pas les classer, on ne peut pas les... Il faut que tout le monde soit ensemble. Parce qu'à un certain âge, ça démoralise quand même. Quand on a 80 ans, 85 ans, et qu'on est encore alerte, et puis voir que celui ou celle qui n'a pas encore 85 ans est en fauteuil, ça peut démoraliser. Ça, c'est moi, Chénie Stéphanie Victoire, qui le dit. Je n'ai pas dit que les autres le disent. Hein. Quand j'ai observé, quand je vais dans les EHPAD, j'observe, je me dis que dans la petite tête de cette personne, ça peut se passer. Selon vous, le maintien à domicile correspond plus à notre culture, à nos modes de vie aussi? Ce serait l'idéal. Ce serait l'idéal. Mais dommage, comme est-ce qu'une personne âgée qui peut parfois commencer à présenter des signes de dépendance peut rester à son domicile sans se mettre en danger? En danger, oui. Mais si elle est bien... C'est dommage que maintenant, avec toutes les cités que nous avons là maintenant, qu'il n'y ait plus cette espèce de lakoua, où toute une famille était là. Donc, on pouvait garder cette personne, puisque toute la famille était là. Mais maintenant, chacun va dans son petit appartement, chacun va faire une demande de logement, chacun va faire... Et en fin de compte, le parent reste seul. Est-ce qu'on ne pourrait pas reproduire un peu artificiellement ce modèle? Vous parliez d'EHPAD ouverts, ça pourrait être oui, en EHPAD hors les murs, moi, il n'y a que
qu'un seul ou deux, je ne sais même plus, je sais qu'il y a un à Trinité, je pense que ce serait bien. La personne n'est pas chez elle, on vient la récupérer ou bien là, on vient chez elle faire des choses. Moi, je trouve que ce serait bien pour elle, bien, qu'on s'occupe d'elle. Mais c'est une prise en charge, comme être prise en charge à l'EHPAD. Moi, je pense que... Mais sous une forme plus ouverte. Plus ouverte et puis plus ouverte au monde. Ce qui se développe aussi beaucoup dans l'Hexagone, ce sont les colocations entre seniors et étudiants. Par exemple, parfois les étudiants aussi qui sont en recherche d'un logement. Voilà. Vous pensez que ça, c'est une chose qu'on pourrait mettre en place en Martinique? Je pense que... Parce que tant de maisons vides, tant de belles maisons qui s'abîment sur elles. Mais pourquoi les gens... Je ne sais pas, moi. Mais je suis maire d'une commune. Je vois tant de maisons. Je cherche les héritiers. Mais vous avez déjà sensibilisé les élus que vous rencontrez au quotidien. Pourquoi ça ne se fait pas? Peut-être que c'est moi qui dis. Ce n'est pas important. Si c'était M. Deur ou Mme de Secredeur. Mais moi, je ne suis qu'une simple citoyenne qui dit j'aurais récupéré et j'aurais fait des habitats ou bien des colocations, des choses... Il y a des projets qui émergent. Je sais. Notamment à Chelcher. À Chelcher. Au Terre-Saint-Ville aussi, je pense qu'il y a eu quand même. Ça serait bien. C'est ça qu'il nous faut. Pas de maisons vides en Martinique. Utilisons toutes ces maisons pour nos personnes âgées. Vous avez d'ailleurs, les aidants familiaux ont inauguré la première maison du bonheur initiée par la Martinique Ensemble, où il a été rappelé qu'ils sont justement la colonne vertébrale invisible du système de santé. Donc on voit quand même que certaines actions, en tout cas certaines prises de parole se multiplient. Est-ce que ça a un effet ou vous en attendez encore de recueillir les fruits ou pour vous finalement c'est de la politique? Non, c'est vrai que il y a certains hommes politiques qui viennent chez nous, qui viennent nous voir. Et quand on discute avec eux, on voit quand même qu'ils sont sensibilisés. Mais moi, je ne sais pas, je vais apprendre à les pousser comme ça, doucement, pour qu'ils aillent vers plus d'action et puis qu'ils frappent du poing, puisque la Martinique est là. Non, je ne vais pas dire l'île aux fleurs, même si les seniors sont là, mais c'est l'île aux fleurs. Pour qu'elle reste toujours l'île aux fleurs, je vais leur donner ça, comme j'ai déjà commencé à le faire. Martinique Ensemble comprend, pays a déjà compris, et... le député Julio Bagné a déjà compris, puisqu'il vient assez souvent nous voir. Et lui, je vais encore le pousser encore plus pour lui dire, allez, vas-y, frappe. Parle comme un Antillais. Ne parle pas comme... tu as du soleil en toi, tu as de la vie, tu as de la vigueur. C'est ça, il faut frapper. On attend cela. Moi-même... Il faut construire notre propre modèle face à ce vieillissement. Il faut que nous soyons notre propre mot. Moi, je ne vais pas rester éternellement chez moi. J'aurais bien envie d'être... Et puis, regardez qu'il y a des petites jeunes comme Méline Douce. Je vais dire, ah, Méline Douce, tu vas au travail aujourd'hui? Et tu vas répondre, oui, Tati. Tu vas pas dire oui, Mme Stéphanie Victoire. Tu vas dire oui, Tati. Alors, comme ça, je serai contente. Je sais qu'elle va au travail. Mais je ne sais pas, moi. Je trouve... Il faut qu'on trouve des choses. Il faut qu'on nous réfléchissions. Et il est temps de le faire. Vous m'avez tendu la perche, Madame Stéphanie Victoire. Oui, vous êtes une figure du carnaval, notamment dans votre quartier. Vous êtes membre du groupe Charivari. Vous avez été membre de Carnaval Foyal pendant des dizaines d'années. Ah oui, bon, le carnaval, c'est en moi. Le carnaval, c'est ça. Mais c'est nous, quand je te l'ai jamais dit, c'est pas carnaval, c'est quoi ça? Antillais ou pas? On ne t'a pas dit de te dévergonder. Hein. Moi, je ne me suis jamais dévergondée. Mais quand il y a un wélélé de le carnaval, foutre-moi content ça. Mais il y a quelque chose. Je vais te dire que j'avais fait l'élection du couple de personnes en situation de handicap. Le plus beau couple. Mais on était tellement émus qu'on n'a pas pu donner un prix au plus beau. Ils étaient tous beaux. Il fallait voir, hein, en fauteuil, hein, on se tient par la main et puis on arrive avec son beau costume. Et puis les gens me disent, j'aime pas le carnaval. Et les personnes en situation de handicap, c'est un petit moment, c'est une échappatoire dans leur vie qui est déjà tellement compliquée à l'intérieur de leur tête. Donc, aimons le carnaval. Pas le carnaval bacchanal, le bon carnaval. Je vous invite à regarder la photo.
Quelle photo? Juste en face ça de c'est vous. Charivari. Juste en face de vous. Charivari, ouais. Que représente Charivari. le carnaval pour vous? Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu cette photo? Alors là, c'est lors de la fête patronale de cette année. Charivari. Moi, je ne défile pas, alors il n'y a pas de souci. J'étais pas là, c'est le soir. Qu'est-ce qu'on fait le soir? Je ne sais pas. C'est Charivari, et puis il y a plusieurs costumes là, hein. Il y a plusieurs costumes, hein. Mais Charivari, c'est le plus beau groupe de carnaval, hein. Oui, puisque c'est nous qui gagnons toujours les trophées. On ne part pas si on ne gagne pas. Autant ne pas aller. Ça, c'est le carnaval. Eh bien, écoutez, en tout cas, Génie Stéphanie Victoire, on va rester sur cette note-là, percutante. Positive, exactement à votre image. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir partagé un peu de votre fougue sur ce plateau. Merci à vous, chers téléspectateurs. La fougue, je l'ai toujours et je louais jusqu'à je ne puisse. Parce que là, voilà, le 6 octobre, moi, je vais danser avec Oro Calico. Je vais mettre à l'honneur 6 aidants qui ont décidé de garder leur enfant en situation de handicap. On va danser, même si elle a 90 ans. Mamie Doudou, allons, on y va. On va bouger, c'est ça la vie. Oui, parce que le 6 octobre, c'est une grande journée. C'est la journée nationale. On me dit qu'elle n'est plus nationale, mais européenne. Je ne sais pas, je n'ai pas encore bien vu ça. Je sais qu'elle est nationale. Le gouvernement a commencé à prendre en compte cela. C'est déjà un petit pas. Il faut mettre les moyens derrière. En tous les cas, rendez-vous est pris pour nos téléspectateurs et nos auditeurs qui nous suivent. D'ailleurs, merci à vous de nous avoir accompagnés pour cette nouvelle émission Angle de vue. Retrouvez cet entretien sur les ondes, dans les colonnes de votre quotidien et en ligne sur nos 3 médias via atv.tv, rci.fm et franceanti.fr. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau portrait. À très vite.